Ok. Mm. Bon, je vous invite à... c'est sur Internet aussi. Sur le web, vous pouvez trouver ça. En tout cas, je vais peut-être continuer, puis on pourra en parler. C'est sûr que ça a fait parler, ça a fait jaser, comme les gens de Centre d'appel n'ont pas trop aimé. Mais... Ok. Donc, si je vais voir la situation au Québec, rapidement, bon, j'avais quelques chiffres. C'est un peu petit, ça. Mais au Québec, on voit quand même des choses. Ça se distingue peut-être des autres provinces. On sait qu'il y a des pays importants. Je vais commencer en regardant quels étudiants viennent au Québec. La France, on le sait, a été c'est un pays important. Bon, les choses vont peut-être changer avec la fin de l'accord préférentiel entre la France et le Québec qui permettait aux étudiants de premier cycle de payer. Pardon? Je ne peux pas aller plus grand. Non, non, je me demandais si on peut avoir ces chiffres. Ah, ben je vous laisserai ma présentation. Ouais, ouais. Merci. Donc, autre chose aussi, quand je vois les universités, on sait qu'il y a pas mal d'universités là. Montréal, bien sûr, c'est presque 70, plus de 76%, je crois, des étudiants étrangers au Québec. Les universités anglophones ont trois universités ont plus de 40%. On sait bien que McGill attire beaucoup d'étudiants gradués, surtout. Concordia, c'est peut-être un peu moins, mais ça reste. Quand on pense aux universités francophones, quand même, il y a des universités qui attirent beaucoup, l'UQAM, mais Sherbrooke aussi. Donc, il y a quand même des cas en région. On voit des universités qui se sont présentées. Bon, ça, on peut passer. Là encore, qu'est-ce que j'avais mis là? Peut-être aller plus vite. Donc, on voit Montréal aussi. Là encore, Montréal, donc le pôle d'attraction. Ça, c'était une étude du Cyrano en 2011 qui présentait pas mal de choses sur la question des étudiants. Mais pour venir à ma recherche surtout, ce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre en fait la dynamique qui s'installe entre l'université et son environnement, donc interne. Comment se développe finalement la gestion du dossier des étudiants étrangers à l'intérieur des universités, mais comment l'université aussi interagit avec l'extérieur, avec son environnement. Parce qu'il est important de comprendre l'université comme un espace, en fait, c'est un peu mon idée là-dedans. L'université est un espace, souvent un espace même situé dans les villes, donc il y a tout un travail intéressant qui se fait autour du rôle des universités comme city builders, comme finalement des acteurs au cœur en fait des politiques urbaines, des politiques de gestion de la diversité. C'est intéressant parce qu'il y a des universités qui sont en banlieue aussi et il y a des choses intéressantes qui se passent. Bon, c'est sûr qu'il y a des universités qui développent beaucoup l'idée qu'il faut qu'il y ait des campus au centre-ville. Alors à Montréal, on a quand même 4 universités importantes. On a des universités donc, qui développent en plus des nouveaux campus, l'Université de Montréal. Ça bouge énormément. Mais York, par exemple, à Toronto, est une université éloignée du centre-ville, mais qui a une influence énorme aussi sur son environnement. Simon Fraser à Vancouver est une université qui a 3 campus et tout récemment un nouveau campus qui s'ouvre dans un des quartiers les plus diversifiés, surtout du continent indien. Donc l'université va interagir aussi avec cette population-là. Les étudiants y vont aussi. Alors il y a vraiment des connexions qui se font à travers cette idée-là. Et comment finalement ce travail-là que je fais actuellement, donc c'est de voir l'université et son environnement. Comment on conçoit aussi l'apport des étudiants étrangers, comment on parle des étudiants étrangers, qui parle des étudiants étrangers à Montréal. C'est un peu là où je me situe actuellement. Et puis je mène deux recherches. Donc une à Montréal, où je m'intéresse en fait à la dynamique des étudiants étrangers à Montréal, en situant d'abord un peu le contexte Montréal. Montréal présenté un peu comme un hub, comme une ville où il fait bon étudier. Est-ce qu'il fait bon rester après les études? Ça, c'est une autre question, mais Montréal se présente un peu comme, je pense, la deuxième ville en Amérique du Nord, après Boston en termes d'effectifs des étudiants, et puis une ville où, finalement, qui se situe, alors qui est toujours cotée comme une ville d'études. Beaucoup d'étudiants viennent étudier à Montréal.
Bien sûr, on est au Québec et puis il y a tout un discours aussi pour attirer l'immigrant idéal, comme j'ai dit, dans les politiques. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et au Canada, comme j'ai dit, on veut doubler aussi le nombre. Donc, je m'intéresse à Concordia. Je voulais le cas Concordia, c'est un peu le pilote que je fais actuellement. Concordia est un cas intéressant. 2 campus, et puis ce campus au centre-ville, Guy Concordia, qui a énormément changé depuis quelques années avec des nouveaux bâtiments, avec toute une stratégie aussi d'urbanisation autour de la définition d'un quartier aussi qu'on appelle le quartier Concordia. Certaines personnes me disent, c'est pas vraiment important, mais on a fait des entretiens avec des gens qui travaillent à la planification urbaine et on définit un peu ce quartier Concordia autour de l'université. Alors, il y a tout un exercice de promotion, hein, de branding de ce quartier-là et de l'université. Autour du quartier, bien sûr, population étudiante, très important. Si vous vous promenez sur ces rues-là, vous remarquerez que c'est habité par des étudiants. Il y a des nouveaux restaurants, il y a donc une activité étudiante importante autour de Concordia. C'est un quartier aussi qui est extrêmement... je veux dire, il y a des étudiants, mais il y a aussi des gens très nantis. Rue Sherbrooke, il y a des écarts de richesse assez importants. Et c'est ce qu'on a remarqué avec du terrain un petit peu autour, en parlant à des intervenants, donc de voir finalement qu'il y a des populations qui vivent dans le même quartier et qui même ne se croisent pas du tout. Il y a des immigrants, bien sûr, qui arrivent aussi dans ce quartier-là, beaucoup d'immigrants, mais il y a des étudiants et puis il y a des gens qui sont... bon, il y a une gentrification qui se fait aussi. Alors, il y a vraiment des dynamiques intéressantes au niveau du campus. Alors, bon, le campus, surtout quand on pense l'ancien campus, le Sir George Williams, donc c'est vraiment autour de la montagne jusqu'à peut-être, on peut aller jusqu'à Atwater, mais c'est vraiment donc ce quartier qui m'intéresse beaucoup. Et dans ma recherche, ce que j'essaye de faire, donc, c'est de faire des entretiens avec des gens à l'université même, donc de faire une espèce de survol en fait des services qu'on offre aux étudiants, de parler donc avec la haute administration, de parler avec les personnes responsables des services, mais en même temps aussi de parler avec les gens autour, dehors, donc d'aller faire des entretiens, notamment j'ai fait des entretiens à la Chambre de commerce du Grand Montréal, la Ville de Montréal, ici Montréal, donc des acteurs qui parlent beaucoup des étudiants, qui les présentent un peu comme les immigrants de demain. Voir un peu Concordia, vous voyez le nom Concordia rapidement, c'est une université qui a beaucoup changé aussi en termes d'étudiants internationaux. Regardez aujourd'hui, quand on parle des étudiants internationaux à Concordia, on a, si on parle vraiment internationaux avec un visa d'études, on a presque 16%. Donc c'est quand même, c'est assez, sur 46 000 environ, 43 900 là, mais on a quand même une bonne, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à Concordia. Notamment, bon, là c'est une distribution, on sait aussi que les étudiants vont surtout dans certaines facultés, c'est peut-être moins pertinent. On sait aussi qu'à Concordia, bon, ça m'a un peu surpris, mais on pourrait penser Chine, oui, l'Inde, les États-Unis, bon, source historique, mais la France aussi. Donc beaucoup d'étudiants francophones vont aller étudier à Concordia. Donc on commence à voir même Concordia s'intéresser beaucoup au marché français parce que, bon, bien sûr, c'est une destination, on vend l'université en fait comme une porte d'entrée pour venir à Montréal, étudier en anglais, mais vivre en français, puis même parfois les universités commencent même à adapter parfois certains cours même à cette clientèle-là. Peut-être passer à ceci aussi. L'autre terrain qui m'intéresse, mais il commence, parce que je ne peux pas m'éloigner de la région. Je pense, et puis promis, vous avez un mandat de régionalisation aussi, puis c'est en venant ici, en fait, que j'ai remarqué aussi qu'il y a cette dynamique dans les régions qui est intéressante. Puis actuellement, je fais un terrain avec d'autres personnes sur la réalité de Rimouski. Parce que Rimouski, voilà un cas intéressant, une ville qui s'est définie autour de certaines institutions religieuses très fortes et aussi autour de certaines institutions postsecondaires, l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, l'Institut, le Cégep de Rimouski. Et actuellement, je travaille sur un cas qui m'intéresse beaucoup, c'est l'arrivée à Rimouski et puis dans toute la région du bas du fleuve Saint-Laurent des étudiants de l'île de la Réunion.
Certains peut-être connaissent ça, mais le Québec recrute dans ses cégeps et dans ses universités. En région, il y a une espèce de dynamique à vouloir... on a signé des ententes avec l'île de la Réunion, donc attirer des jeunes réunionnais à venir étudier dans des cégeps comme ceux de Matane. Ça commence à Lévis, on m'a dit. Et puis, je parlais avec la représentante du cégep de Rimouski qui m'expliquait ça. Je disais, tiens, ça pourrait être un beau film. Elle m'expliquait qu'au mois d'août, on cueille des étudiants de la Réunion à Dorval et puis ils partent en autobus. Et puis, quand ils arrivent à Rimouski, l'autobus commence à s'arrêter. Puis, on en drop 5-6 là. Puis, à La Pocatière, on en lâche 2 autres. Puis, à Rivière-du-Loup. Puis, ça va jusqu'à Gaspé. Et alors, dans tous ces cégeps, il y a ces jeunes. J'ai fait des entrevues avec des jeunes qui débarquent et puis qui commencent des études au cégep, certains, comme j'ai dit, à l'UQAR. Et il y a tout un discours aussi, donc il faut, pour des raisons de baisse d'effectifs, il faut remplir nos salles de classe, hein, sinon les cégeps vont être menacés. Mais en même temps, il y a aussi une stratégie au niveau de la ville de Rimouski. Il y a de l'emploi quand même, les étudiants trouvent de l'emploi à Rimouski, surtout dans le... Il y a des emplois, des petits emplois durant les études, mais le gros problème, c'est, bien sûr, j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais c'est la rétention. Donc, c'est l'enjeu clé, c'est la rétention. Puis, dans les deux terrains que je suis en train de faire, c'est frappant à quel point la rétention est un enjeu. Ce qui est ressorti à Concordia aussi, c'est la rétention. Montréal, c'est super pour venir étudier, mais est-ce que je vais rester à Montréal? Probablement pas. Et ça, les acteurs institutionnels, ça les inquiète beaucoup. Hein. Les acteurs comme la Chambre de commerce, ici Montréal, tout le dossier de la rétention, ça, c'est inquiétant et c'est peut-être ce qui m'avait, quand je lis cet extrait dans la presse, même les étudiants français qui viennent à McGill, on pense qu'on recrute des étudiants français et puis ils vont rester, même ces étudiants-là vont bouger ensuite. Parce que s'il n'y a pas l'emploi au bout de la ligne, s'il n'y a pas des opportunités économiques, eh bien, ils vont se déplacer vers les États-Unis ou ils vont se déplacer vers d'autres provinces canadiennes. Et ça, on le voit chez les étudiants. Peut-être qu'à Concordia, c'est encore plus frappant parce que c'est la question aussi identitaire. La question de la rétention, c'est aussi une question, j'ai remarqué, c'est évident, beaucoup d'étudiants anglophones peut-être ne se questionnent pas durant leurs études, mais une fois les études terminées, la question aussi finalement de trouver sa place au Québec, parfois ça pousse à vouloir bouger après. Donc c'est une dynamique, et dans les régions, bien sûr, la rétention est un défi important. On en parle, on aimerait bien que ces étudiants restent, trouvent de l'emploi, décident de vivre dans ces régions, mais parfois c'est difficile. Alors quelques recommandations pour finir. Bon, ma recherche est souvent liée à l'élaboration, c'est assez mainstream là quand je dis ça, mais de dire ça doit servir aux politiques publiques. Oui, j'aime bien faire un film, pour moi ça sert à quelque chose aussi, hein, même si parfois les gens ne l'aiment pas ou certains employeurs m'ont dit, ben voyons, tu es pessimiste, il faut être souriant, il faut montrer les bonnes pratiques. Où sont les bonnes pratiques? J'ai dit, ben il faut aussi parfois... Il faut montrer ça pour essayer ensuite d'améliorer. Donc, là, ce qui sort du travail autour des étudiants, je crois que c'est important d'établir le rôle des établissements postsecondaires. Est-ce que les établissements postsecondaires, parfois, et peut-être ça, dans les grandes universités, c'est assez clair, mais parfois dans les petites universités, on a l'impression que des fois, les étudiants, on les voit un peu presque comme des immigrants. Il y a un glissement des fois qui se fait. Hein? Alors, le rôle des établissements postsecondaires, c'est d'offrir une éducation, c'est de rappeler aux étudiants aussi que le fait d'être au Canada, c'est d'étudier, c'est pas de penser tout de suite au travail, mais certains me disent, avec les nouvelles réglementations, avec le fait qu'un étudiant arrive ici maintenant à son permis d'études et son permis de travail, il n'y a pas vraiment parfois de contrôle, à savoir, vous savez, les règles, il y a des règles quand même. Et récemment, on me disait encore, les universités, parfois, ont du mal à s'assurer que les étudiants ne sortent pas du cadre, c'est-à-dire de travailler plus de 20 heures par semaine durant l'année. Si la moyenne de suivre un certain nombre de cours pour avoir leur permis de travail.
Donc il y a des règles quand même, il ne faut pas les oublier. Et le rôle des établissements postsecondaires, à mon avis, c'est il ne faut pas oublier ça. Il y a tout un effort aussi pour consolider le financement. Je crois que beaucoup dans nos entretiens, dans ce que j'ai fait, dans les universités, on a souvent misé beaucoup sur le recrutement. Alors les universités, là, pour le recrutement, on y va. Mais pour les services, ensuite, souvent on exprime le besoin de ressources. Bon, le discours des ressources, vous le connaissez peut-être, mais dans le milieu universitaire aussi, il y a des défis aussi au niveau des ressources. Ne pas négliger les difficultés de la transition, ça aussi, je crois qu'on doit le rappeler. C'est-à-dire, on pense souvent, on a cette image, la transition, un étudiant a un diplôme canadien, il est prêt à poursuivre de façon fluide son chemin. On remarque aussi que parfois la transition est un moment très, très stressant. Les étudiants aussi, parfois, ne sont pas si acclimatés que ça à la société canadienne. Des étudiants se sentent isolés, ont vécu, même s'ils vivent sur un campus, est-ce qu'ils ont vraiment connu l'étudiant canadien ou l'étudiant québécois? Ça, par exemple, dans le film, quand elle dit d'un bord il y a les Canadiens, de l'autre bord il y a les internationaux, ça se vit dans les salles de classe, ça se vit dans les salons étudiants, ça se vit au niveau de la... Est-ce que les étudiants font l'expérience de la ville? Est-ce qu'ils sortent plus loin? À Concordia, est-ce que les étudiants restent uniquement autour? Est-ce que les étudiants asiatiques, chinois sont là, les autres sont là? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a du travail qui se fait à ce niveau-là? Je crois que c'est intéressant. Donc, il y a aussi, donc ça pour moi c'est un élément intéressant, considérer les besoins d'établissement et d'intégration, le rapport avec les structures d'accueil et d'établissement. Je ne connais pas trop encore, mais est-ce que par rapport à... Est-ce qu'il y a des discussions parfois, même autour de... Est-ce que ce n'est pas des clients, bien sûr, les étudiants? Certains vont dire, est-ce que c'est des clients? Moi, je connais plus le système fédéral où CIC disait clairement, ce n'est pas des clients, alors vous ne donnez pas de services aux étudiants, les universités donnent des services. Mais parfois, certaines provinces donnent un petit financement à la structure d'accueil et d'établissement pour dire, on crée un poste dans votre structure, payé par la province, et là, vous pouvez parler aux étudiants. Alors, à un moment donné, ça se mélange. Et puis, est-ce que si un étudiant cogne à la porte d'une structure d'accueil et d'établissement pour demander, est-ce qu'on lui dit non, je ne te parle pas, est-ce que c'est clair? Parfois, ça devient un petit peu flou, tout ça. Mais c'est quand même intéressant peut-être de clarifier les choses à ce niveau-là. Et les collaborations, à mon avis, c'est intéressant. Est-ce que les universités sont en collaboration, sont en communication avec les acteurs extérieurs? Reste à voir. Donc, bon. Toute ma recherche m'a amené aussi à avoir en fait, de rester un peu critique, puis c'est le rôle, je crois, du chercheur, de ne pas seulement répondre aux commandes, mais de rester assez critique, de se questionner finalement sur l'instrumentalisation aussi des immigrants économiques. Donc, dans ce discours de faire de l'étudiant le migrant idéal, il y a aussi parfois il faut se poser certaines questions. Moi, je me pose des questions, par exemple, beaucoup autour de cette augmentation du nombre d'étudiants dans certaines universités. Pourquoi? Et est-ce que les services suivent? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on adapte l'université? Les discriminations, comme dans ce film, je crois qu'il faut aussi voir ça. En région, c'est frappant aussi. L'isolement des étudiants. Poser des questions. Est-ce qu'on peut poser certaines questions au niveau du recrutement et de la rétention? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se poser ces questions sans se faire placer comme, disons que c'est pas... la culture du travail et des études, ça c'est revenu souvent. La capacité d'accueil. Donc c'est toutes ces questions en fait qui restent aussi toujours présentes dans ce que je fais. De voir finalement les étudiants aussi comme des... Ça c'est revenu souvent à Concordia. Certaines personnes me disent, ils sont là mais on ne les voit pas. Ça me surprend un peu quand ils sont 6000. Mais en même temps, on me dit, ils sont là, ils sont dans le quartier, mais on ne sait pas trop où ils sont. Et est-ce qu'on s'intéresse vraiment à eux? Mais est-ce que les étudiants s'intéressent aussi au quartier? Alors, c'est un peu finalement, pour moi, c'est quand même essentiel pour créer des espaces de dialogue, d'ouverture. C'est que
la différence, ces gens, qu'il y ait des ponts, en fait, pour permettre d'avancer. Donc, je vais m'arrêter là. Puis je pense que j'ai fait mes 45 minutes. Merci.